Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence sur notre objectif aujourd'hui, c'est de savoir comment on va pouvoir toucher une audience en ligne, en particulier sur le mobile, parce que les recherches sur mobile sont de plus en plus importantes. On a d'ailleurs dépassé, il y a plus de recherches aujourd'hui sur mobile que sur ordinateur, ça c'est une tendance qui apparaît. On va voir d'autres chiffres, on va voir des techniques aujourd'hui pour savoir finalement quelles sont les bonnes pratiques à respecter pour être le plus visible possible en ligne sur Internet. Avant de commencer, juste un petit point sur le programme Atelier numérique. C'est un programme de formation qui accompagne les étudiants, les commerçants, les entrepreneurs au marketing digital. On existe depuis 12 ans, on a formé 700 000 personnes en France. Le but, c'est de former vraiment tout le monde pour faire disparaître cette fracture numérique qui existe et qui fait que les commerçants sont encore très peu numérisés et très peu disponibles en ligne aujourd'hui, comparé aux usages que les gens font aujourd'hui d'Internet, des réseaux sociaux et de leur téléphone. D'accord ? Donc le but, c'est vraiment de supprimer cette fracture. Donc on a 70 contenus de formation qui permettent aux gens de monter en compétence sur le numérique. On a des formations qui sont comme aujourd'hui en présentiel. Il y a aussi des formations qui sont disponibles sur YouTube, sur une chaîne YouTube Google Atelier numérique, si vous voulez le suivre. Ce sera compliqué, par exemple, de suivre tous les jours des formations présentielles. Par contre, vous pouvez suivre tous les jours des formations sur YouTube. Si ça vous intéresse, il y a aussi une certification aux fondamentaux du marketing digital qui vous permettent vraiment de découvrir toutes les bonnes pratiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la publicité, sur la communication, sur le branding, sur la fiche d'établissement, sur le référencement naturel de site internet. Donc vraiment, on a plein de contenus qui peuvent vous aider. Et c'est des contenus qui sont totalement gratuits, donc autant en profiter. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un focus sur mobile en 3 parties. On va voir un focus en 3 parties sur mobile. D'abord, on va voir déjà pourquoi le mobile est devenu incontournable. On va voir comment les gens un peu réfléchissent aujourd'hui, enfin comment nous tous, comment moi, comment vous, on réfléchit quand on utilise notre mobile. Et on va essayer justement, en tant que business, de s'intégrer dans cette réflexion. D'accord ? Finalement, aujourd'hui, on ne peut plus considérer qu'on va en ligne, on vit vraiment en ligne, d'accord ? Il y a des chiffres qui disent qu'on passe en général entre 5 heures et 6 heures par jour en moyenne sur Internet. On est à 2h47, je crois, pour les réseaux sociaux eux-mêmes, d'accord ? Donc, ce n'est pas 5 heures d'affilée, ce n'est pas 2h47 sur les réseaux sociaux d'affilée, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir. C'est vraiment quelque chose qui va arriver tout au cours de la journée. Typiquement, à des moments de la journée, on va se connecter le matin, on va aller sur les réseaux sociaux. Puis, on va partir à 10 heures, on va se connecter dans les transports. Puis, le midi, on va chercher quelque chose à manger, on va se connecter. Puis, à 2 heures, on va regarder le solde de notre compte bancaire. Puis, à 4 heures, on va regarder, on va faire une pause, on va regarder potentiellement, on va chercher une boulangerie. Bref, à tout moment de la journée, on va se connecter. Nous, en tant que commerce, si on veut convaincre nos clients, il faut finalement comprendre à quel moment notre client va se connecter, d'accord, dans quel contexte, et quelles vont être ses attentes. Est-ce qu'il va vouloir se divertir? Est-ce qu'il va vouloir apprendre? Est-ce qu'il va être en recherche active de quelque chose? D'accord? Et selon ce qu'il va rechercher, on va le cibler de manière différente. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il est important de comprendre. Et toutes ces recherches-là qu'on fait à tout moment de la journée, on les fait vraiment sur mobile, on ne les fait pas sur ordinateur. D'où l'importance d'être présent sur mobile, ou en tout cas d'optimiser notre présence en ligne pour être plus présent et plus apprécié sur mobile. À tout moment, si vous avez des questions, si vous voulez prendre des photos des slides, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions, à lever la main, ok, à m'interrompre. À votre avis, combien de fois par jour un Français consulte-t-il son téléphone? Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle? Plus de 100 fois par jour? Ok, et au global, si on prend toute la France maintenant, donc ça ferait 100 fois 60 millions. ça ferait un peu plus. On est plutôt à 900 millions de fois, sachant qu'il y a tous les gens qui n'ont potentiellement pas de téléphone qui sont pris en compte aussi, tous les gens qui n'ont pas accès à Internet qui sont pris aussi. Donc il y a vraiment, les gens consultent en fait constamment leur téléphone et beaucoup plus que les ordinateurs, parce qu'effectivement, prendre un ordinateur, ça prend plus de temps, c'est plus contraignant.
Donc on va plus facilement sur son téléphone qui est toujours avec nous. Plusieurs façons, enfin comme on le disait tout à l'heure, potentiellement il y a plusieurs types d'objectifs quand une personne va sur son téléphone. Parfois elle va vouloir avoir un objectif clair, par exemple elle va rechercher quelque chose pour par exemple s'orienter. Elle va savoir exactement ce qu'elle recherche, ou en tout cas elle veut aller d'un endroit à un autre, et ici on peut là lui faire découvrir notre commerce de cette façon. À un autre moment, elle va vouloir juste découvrir de l'information ou se renseigner, ou parfois même apprendre quelque chose ou se divertir, peu importe. On va pouvoir lui apporter de la valeur, d'accord? Selon les phases à laquelle elle est, qu'on va pouvoir identifier sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou peu importe où, grâce aux données, on va pouvoir finalement s'adapter à ce que recherche l'utilisateur. Okay? Parce que le but, encore une fois, c'est de se dire qu'est-ce que l'utilisateur cherche, dans quel contexte il est actuellement, et de lui apporter la bonne valeur. Si une personne, par exemple, si vous vendez des téléphones portables, vous n'allez pas, si la personne recherche potentiellement des critères qu'il faut prendre en compte dans l'achat d'un téléphone, vous n'allez pas lui proposer un téléphone directement. Vous allez lui dire plutôt, vous allez lui proposer un top 10 des critères qu'il faut considérer pour acheter un téléphone. En fait, vous allez lui apporter de la valeur gratuite, ce qui va augmenter son appétence à votre marque, d'accord, qui va augmenter votre expertise et ce qui va vous permettre potentiellement de le cibler plus tard quand il sera en position d'achat. Donc en fait, c'est important de se positionner à toutes les étapes sur le parcours client, que ce soit quand il recherche quelque chose, quand il cherche à se divertir, quand il cherche à apprendre ou même quand il cherche à acheter directement. Il va falloir se positionner à toutes les étapes et il va falloir forcément adapter le contenu à chacune de ces étapes. Pourquoi aujourd'hui le mobile, enfin c'est important de se tourner sur cet aspect mobile? Une autre raison, c'est que Google, depuis 2019, considère que le mobile, c'est une tendance qui va encore augmenter et donc il a choisi d'indexer les sites internet, les pages, en fonction de leur performance sur mobile. Performance en termes de vitesse, performance en termes d'affichage. Donc vitesse, c'est est-ce que le site charge rapidement sur mobile? D'accord? Parce que forcément, quand on a une 3G ou une 4G avec une seule barre, ça va potentiellement être plus compliqué de charger sa page. Et on sait que les gens n'ont pas de patience. C'est-à-dire que si on passe plus de 3 secondes à charger une page, on s'en va. Il y a 90% des gens qui s'en vont si la page met plus de 3 secondes à charger. D'accord? Donc Google maintenant ne va plus mesurer la rapidité de chargement sur ordinateur, mais la rapidité de chargement sur mobile. D'accord? D'où l'importance de l'optimiser pour le mobile. Pareil, ce qu'on va regarder, on ne va pas regarder l'expérience utilisateur et la facilité d'accès au site sur ordinateur, mais plutôt l'expérience utilisateur sur mobile directement. Est-ce que c'est facile de se déplacer sur mobile? Finalement, pourquoi se positionner en tant que professionnel sur les mobiles? Finalement, on l'a déjà un peu dit, mais 3 chiffres qui vont potentiellement finir de vous convaincre. Premier chiffre, énormément d'investissements en termes publicitaires se font sur mobile, beaucoup plus que sur ordinateur. Parce que effectivement, les publicitaires, les agences de publicité comprennent que les gens sont beaucoup plus sur mobile, d'accord? Donc on va pouvoir beaucoup plus facilement se positionner sur mobile que sur ordinateur. Pareil, les audiences deviennent de plus en plus capables ou ont carrément totalement l'habitude d'acheter sur mobile et plus sur ordinateur, d'accord? Donc on a le social selling sur les réseaux sociaux qui apparaît. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup plus de facilité aujourd'hui à acheter directement depuis leur mobile. Tous les gens en France sont beaucoup plus à même d'acheter sur le mobile et il y a encore trop peu de commerces qui permettent cela ou soit rendent ça facile. D'accord? On va voir les grosses marques qui le font très très bien, mais effectivement il y a plein de petits commerces qui pourraient rendre ça beaucoup plus facile et qui ne le font pas. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est finalement des techniques à respecter, des bonnes pratiques pour que le e-commerce se fasse mieux ou soit plus facile à faire, à une expérience plus facile à vivre pour une personne qui est sur mobile. Comme vous pouvez le voir, on a toujours plus de monde et c'est même maintenant un chiffre qui est sorti en 2019, il y a plus de monde qui achète sur mobile qui achète carrément sur ordinateur. Donc ça prouve bien finalement qu'on part sur une tendance qui va toujours augmenter et comme
Google commence à tout optimiser au format mobile, c'est forcément une tendance qui va encore continuer parce que tout le monde va s'adapter à ça, d'accord? D'où l'intérêt de suivre cette tendance-là. Quelques business models qui sont construits uniquement sur mobile. Maintenant, on n'a même plus besoin en fait d'avoir un site internet. Parfois, une application mobile peut totalement suffire. On a l'exemple de Vinted, on a l'exemple de Too Good To Go ou même de Jam. Ça permet finalement d'avoir une marque qui est accessible sur un ordinateur, sur un moteur de recherche, qui est directement accessible depuis notre poche. Parce qu'effectivement, le problème d'un site internet aujourd'hui, c'est que si on ne fait pas de la publicité ou si on ne fait pas de la communication constante sur les réseaux sociaux ou par email ou quoi, les gens ne reviennent pas. D'accord? Ils ne reviennent pas sur l'URL, ils ne revoient pas notre site, à part par le référencement naturel, mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, avec une application mobile, potentiellement, ils vont voir sur leur écran d'accueil constamment, tous les jours, sur leur téléphone, l'application mobile pour revenir. Ils vont potentiellement être beaucoup plus à même d'utiliser l'application mobile qu'un site internet parce qu'ils sont habitués à chatter sur leur téléphone. Donc s'ils ont un chat sur une application mobile, ils seront beaucoup plus susceptibles de l'utiliser. Ce qu'on veut essayer de vous dire par là, c'est que finalement, aujourd'hui, l'utilisation d'un mobile, donc forcément, va être différente que l'utilisation d'un ordinateur. Donc il faut adapter, pas forcément son business model entier, mais au moins les pratiques qu'on utilise. L'installation, par exemple, d'un chatbot peut être super intéressante parce que ça va permettre de dialoguer directement avec la personne, de créer une proximité avec la marque. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui, dès qu'ils en ont l'occasion, vont utiliser un chatbot et veulent utiliser un chatbot pour pouvoir discuter et régler les problèmes de marque. D'accord? Donc d'un côté, ça va renforcer la proximité avec votre marque, ça va résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Par contre, ça vous oblige à avoir des ressources qui sont obligées d'être soit derrière l'ordinateur ou en tout cas de répondre rapidement, donc de recevoir des alertes sur leur téléphone potentiellement. C'est des choses qui peuvent être faites. L'idée, c'est toujours de renforcer la proximité qu'on a avec le client. Et avec le mobile, on peut vraiment le faire parce que potentiellement, on va pouvoir identifier quel type de recherche les gens font, quelles sont les intentions de recherche. Si on sait que s'ils sont sur Maps, ils sont en train de se déplacer ou de chercher quelque chose. On sait aussi que potentiellement sur Google Maps, ils vont chercher un restaurant ou ils vont chercher tel type de magasin. Et en fait, selon leurs intentions, on va pouvoir se positionner sur ces plateformes-là pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Gardez en tête quelque chose, voilà, on a parlé de Maps, forcément il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Google Maps, comme on l'a dit, il va y avoir les réseaux sociaux, il va y avoir le site internet, il va y avoir une recherche Google simple, il va y avoir plein d'autres moteurs de recherche aussi, selon dans quel pays on est. Va aussi y avoir potentiellement des annuaires comme les pages jaunes ou d'autres types d'annuaires qu'on va retrouver sur les téléphones ou directement plein d'autres applications mobiles qui existent potentiellement et pour lesquelles il n'y a pas de site internet. L'idée, ça va être d'essayer de voir comment on peut se positionner, encore une fois, à tout moment du parcours utilisateur à l'endroit où sont nos cibles. D'accord? On va peut-être faire un petit point cible rapidement. Avant, quand on parlait de cible, on disait potentiellement, je voudrais cibler une personne qui est entre 18 et 35 ans, qui vit à Caen, et puis qui est un cadre sup. Vous ne pouvez pas aller trop loin. D'accord? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est dire, je veux cibler une personne qui est entre 18 et 35 ans, je veux que le week-end, elle aille le samedi à l'équitation, le dimanche, elle voit sa famille, je veux que le lundi, elle achète sur Internet, je veux que sur Facebook, elle ait comme intérêt le sport, l'équitation, je veux qu'elle aime telle marque, je veux qu'elle soit sur tel groupe Facebook, je veux qu'elle fasse telle ou telle recherche sur les moteurs de recherche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'identification des personnes pour leur ajouter, pour leur proposer un résultat toujours plus cohérent. D'accord? Donc maintenant qu'on sait finalement beaucoup plus pertinemment quelles sont nos audiences, forcément quand on sait tout ça, quand on sait où ces personnes potentiellement, dans quel cercle géographique ces personnes habitent, quand on sait dans quel groupe Facebook elles sont, on peut arriver beaucoup plus facilement à identifier leur comportement et à savoir potentiellement, on ne pourra jamais avoir la certitude complète, on ne pourra jamais identifier des personnes directement, mais on pourra avoir une idée de qu'est-ce qu'ils font à tel moment de la journée, à quel moment en termes de fréquence ils vont se connecter. Est-ce qu'ils vont se connecter en général dans les transports? Est-ce qu'ils vont se connecter le midi? Est-ce qu'ils vont se connecter le soir avant de se coucher?
et sur quelle plateforme ils vont aller. D'accord? Donc sur le moteur de recherche, on a des outils qui nous permettent de savoir quelles sont les requêtes qui sont faites, les requêtes les plus populaires ou les questions que les gens se posent sur un mot-clé particulier. Si on reprend l'exemple du téléphone, on met téléphone dans ces outils-là. On pourra en parler à la fin si vous voulez de ces outils-là, parce qu'on ne va pas les voir aujourd'hui. Mais on peut voir effectivement toutes les questions que les gens se posent sur le sujet. Une fois qu'on sait ça, en fait, une fois qu'on sait les groupes Facebook dans lesquels les gens sont, on peut potentiellement essayer de se dire, je sais qu'ils sont ici sur les réseaux sociaux. Je sais qu'ils sont sur les moteurs de recherche en faisant ces recherches-là. Je sais que potentiellement, du coup, en faisant ces recherches-là, ils tombent sur ces annuaires-là. Et du coup, on va pouvoir se positionner sur ces différentes étapes et on va savoir les intentions de recherche qu'ils ont. Parce qu'encore une fois, s'ils cherchent les critères pour acheter un téléphone ou s'ils cherchent le modèle d'un téléphone précis, s'ils disent achat iPhone 5, ils ne vont pas rechercher la même chose. D'accord? Donc le but, c'est vraiment de se positionner sur le parcours d'utilisateur. Et dernier point, rappelez-vous que le parcours utilisateur, potentiellement, c'est pas une seule chose, c'est pas il va juste aller sur le moteur de recherche et arriver sur un site internet. Peut-être c'est il va commencer sur les réseaux sociaux, il va être intéressé par quelque chose, il va tomber sur un site internet. Il va pas être satisfait parce qu'on lui propose sur le site internet. Donc il va potentiellement retourner sur le moteur de recherche pour faire plus de recherches, ce qui va l'amener sur un annuaire. Il va découvrir un autre site, il va finir sur ce site-là. Puis il n'est pas satisfait, donc il va aller pouvoir plus d'informations de ce site sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Et il va finalement potentiellement acheter sur les réseaux sociaux ou sur le site ou peu importe. D'accord? Donc le but, c'est vraiment d'essayer d'identifier, que ce soit pour son entreprise ou pour son secteur, comment les gens recherchent et comment ils utilisent finalement le mobile pour faire ça. En termes de format, le mobile a finalement totalement fait changer la manière dont on consommait Internet. Aujourd'hui, les moteurs de recherche, avant les moteurs de recherche, c'était que du texte et des images. Maintenant, les moteurs de recherche commencent de plus en plus à indexer la vidéo, l'audio, d'accord? Ils trouvent d'autres moyens pour indexer aussi les images de manière plus pertinente. Et on va aller encore plus loin là-dedans, d'accord? Donc on va sur du multiformat, parce que c'est une tendance qui arrive. Les gens sont beaucoup plus à même de consommer une vidéo qu'un texte, qu'une vidéo, qu'une photo, d'accord? Parce que c'est beaucoup plus engageant. Et ça, c'est grâce au mobile, finalement, que ça a été fait. Donc gardez en tête cela. On le voit très très bien avec TikTok. Vous en parlerez dans 3 jours, donc on va pas, enfin dans 2 jours, donc on va pas forcément appuyer sur ça. Mais en tout cas, rappelez-vous que les formats vont être différents pour engager les personnes sur Internet via le mobile. Et puis bien sûr, on va pouvoir, enfin c'est même pas on va pouvoir, c'est on va devoir proposer finalement des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux services pour s'adapter finalement à l'utilisation du mobile. Typiquement, en termes de rapidité du site, vous pouvez voir ce premier chiffre qui est assez intéressant. Ils mettent que si votre site met 1 seconde de plus à charger, vous verrez qu'il y aura 7% de conversion de moins. C'est énorme. En soi, 7% de conversion, c'est énorme comparé à les 1% qu'on peut, les 1 seconde de rapidité du site. Les sites les plus lents, c'est les sites forcément e-commerce, les très gros sites e-commerce, mais c'est aussi en général les sites des commerçants qui ont fait une fois le site ou qui ont fait payer quelqu'un pour faire une fois le site et qui n'ont plus jamais touché parce que les images sont trop grosses, parce que c'est pas adapté au mobile, c'est pas responsive. Et du coup, on tombe sur des sites qui potentiellement mettent 7-8 secondes à charger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il y a plus de 90% des personnes qui arrivent sur le site qui partent avant d'arriver. Et ça veut dire que potentiellement, ceux qui arrivent sur le site, ils ont déjà attendu 10 secondes. Ils ont beaucoup moins de chances de convertir parce qu'il y a moins de confiance, parce qu'il y a de la frustration et pour plein d'autres raisons. D'accord? D'où l'intérêt de vraiment travailler sur la rapidité du site. On va voir plusieurs façons de le faire. Mais il y a des très bons modules aujourd'hui qui permettent de le faire assez facilement et en tout cas gratuitement. Et finalement, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment intégrer ces nouveautés, ces nouvelles façons de fonctionner, ces nouvelles façons de consommer pour les personnes dans notre business. Donc ici, on a mis une petite méthodologie qui est finalement, si vous voulez, vous pouvez prendre une photo, mais c'est finalement une méthodologie qui est assez simple. C'est on va évoluer, on va regarder où est-ce qu'on en est. Forcément, on commence toujours par là.
Et puis, on va commencer à réfléchir en mobile first. Ok, on va commencer par réfléchir mobile avant de réfléchir ordinateur. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore de site internet et si vous réfléchissez à en créer un, je vous conseille vraiment de commencer votre approche en mobile first. C'est-à-dire que vous commencez à réfléchir à comment votre site va ressembler, à quoi il va ressembler sur mobile, avant même de savoir comment il va ressembler sur ordinateur. D'accord? C'est vraiment le conseil que vont donner maintenant les personnes en marketing digital et certains développeurs, c'est de se dire, on va développer le site entier sur mobile et après on l'étendra à l'ordinateur. Ce sera beaucoup plus facile de faire comme ça que de faire dans l'autre sens. D'accord? Parce qu'effectivement, si on réfléchit sur ordinateur, on a beaucoup plus d'espace, on va mettre potentiellement beaucoup plus de contenu. On va être beaucoup plus large, donc au moment où il va falloir rétrécir, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on va vraiment réfléchir à cette approche mobile first avant, qui va être bénéfique pour l'optimisation des pages, et parce que ça va charger plus vite, on va potentiellement mieux réfléchir à quelle image on va mettre, quel format on va la mettre, quelle taille elle va faire, on va plus facilement l'optimiser. Et puis, ce sera plus facile une fois qu'on aura juste à étendre sur ordinateur. D'accord? Et encore une fois, il y a des plateformes qui nous permettent de faire ça, donc on va les voir après. Donc voilà, on revient du coup sur la partie responsive du début, quand je vous disais qu'il y avait finalement des modules qui vont nous permettre d'afficher différemment sans forcément passer par un deuxième site qui sera uniquement optimisé mobile. Donc première version, ça c'est la première version auquel il faut tout ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est la version responsive. La version responsive, c'est juste on a un site aujourd'hui, quand on le met sur téléphone, il s'adapte. D'accord? Il s'adapte parce qu'on l'a fait de manière à ce qu'il puisse s'adapter, se rétracter et qu'il soit encore très facile à utiliser, que toutes les fonctionnalités soient possibles. Ça, c'est la première étape. C'est responsive. Donc encore une fois, attention, si on l'adapte, effectivement, il y a encore beaucoup de contenu. Donc faire attention à la vitesse de chargement de cet outil-là. Mais toutes les plateformes qu'on peut utiliser pour créer des sites internet comme Wix, comme Shopify, comme WordPress, vont nous permettre de le faire. D'accord? Quand on crée un site, on va pouvoir choisir est-ce qu'on veut voir la vue sur ordinateur, est-ce qu'on veut voir la vue sur tablette ou est-ce qu'on veut avoir la vue sur mobile. D'accord? Donc faites bien attention quand vous créez ces sites à checker, à contrôler ces trois aspects-là pour vérifier que toutes les fonctionnalités soient sauvegardées et que tout votre site soit compréhensible dans les trois formats qui sont les plus courants aujourd'hui, dont le mobile qui est le plus visité aujourd'hui. D'accord? D'où l'intérêt potentiellement que quand vous créez un site aujourd'hui avec ces plateformes comme Shopify, WordPress ou d'autres, vous passez directement par l'onglet téléphone et vous créez votre site internet qu'avec cette vue téléphone pour après étendre au format ordinateur et s'il faut faire quelques changements, vous pouvez les faire. Deuxième format qui est plus dur à atteindre mais qu'on retrouve souvent dans les médias. Si vous allez sur le site du Monde, sur téléphone, parfois vous verrez amp.lemonde.com. Parfois, vous verrez M pour le petit mobile, comme on peut voir sur Facebook, facebook.com. Ça va vraiment dépendre. En fait, AMP, ça veut dire Accelerated Mobile Pages. C'est en fait un format qui va permettre de, on va dire, rassembler tout le code, tout ce qu'on va mettre dans le site et de le minimiser pour que, effectivement, côté téléphone, ça charge beaucoup plus rapidement. Ça, sur WordPress par exemple, sur Shopify, vous pouvez installer des modules qui vont vous permettre de créer une version qu'on appelle donc AMP de votre site pour accélérer le temps de chargement. Ce qui est cool, c'est que ce n'est pas un URL dédié. C'est en fait une redirection qui va se faire automatique. Si le navigateur voit que vous êtes sur mobile, il va automatiquement vous transférer sur cette version du site. D'accord? Et maintenant, on passe sur carrément un modèle encore plus avancé, le PWA, d'accord, le Progressive Web App. Ça va être un modèle donc encore plus avancé que le AMP, où pareil, tout va être compressé, d'accord, mais on va aller plus loin. En fait, tout va se charger, donc il va y avoir deux parties en fait. Première partie, c'est la première fois que la personne charge le site internet. La première fois où la personne charge le site internet, il va charger que ce qui est visible à l'écran pour donner la fonctionnalité la plus avancée possible dès le début, pour que ce soit le plus rapide possible d'interagir avec le site. D'accord? Donc il va charger le site progressivement. Ça, c'est la première partie. Une fois que le site est chargé, la deuxième fois où le site a besoin d'être chargé,
il n'aura pas besoin d'être rechargé parce qu'il aura été sauvegardé dans la mémoire de l'ordinateur, du téléphone. Donc effectivement, la personne va revenir. Et c'est des sites qu'on peut parfois consulter même quand on n'a pas de connexion, parce qu'effectivement, ils ont été chargés automatiquement sur le téléphone pour améliorer les temps de chargement. D'accord? Donc ça, c'est 3 méthodes qu'on va pouvoir mettre en place pour accélérer la rapidité d'un site internet. Comment on vérifie aujourd'hui si son site internet est responsive? Tout simplement, soit on va dans son outil de création de site, soit ce qu'on peut faire, je vais quitter la présentation 2 secondes, on va aller sur un site internet, peu importe lequel. On peut aller sur celui-là par exemple, site internet de mon association, et j'espère qu'il sera responsive. On va regarder. Hop là. Et ce qu'on va pouvoir faire, si on clique sur clic droit, c'est inspecter. Inspecter, ça nous ouvre plein de choses. Ça nous ouvre le code, en fait, ça nous ouvre la console développeur, qui va nous permettre de voir notre site internet de différentes façons. D'accord? Ici, en haut, là, vous avez un bouton qui va vous permettre de créer une sorte d'émulation d'appareil. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez avoir la vue mobile, la vue tablette ou la vue desktop. Vous allez même pouvoir choisir quel type de dimension vous voulez avoir, sur quel type d'appareil vous voulez. Si vous savez que tous vos utilisateurs sont sur iPhone, vous pouvez sélectionner iPhone. Si vous savez que tous vos utilisateurs sont sur Android, vous pouvez sélectionner les dimensions d'Android. Ici, là, vous voyez, vous avez toutes les dimensions de la plupart des appareils qui sont sur le marché aujourd'hui. On peut essayer par exemple avec Samsung. Effectivement, on voit quel est l'affichage sur Samsung. Donc, je vous encourage vraiment à le faire sur votre site internet pour regarder finalement est-ce que les images dans le fond sont bien vues. Donc là, effectivement, nous sur notre site, ici, là, on a mis notre image pour le mobile. Parce que notre image sur ordinateur qu'on voyait tout à l'heure n'est pas du tout adaptée. Elle est beaucoup trop large. Si je reviens ici, voilà. Elle est, vous voyez, beaucoup trop large. Il y a beaucoup plus d'espace ici, ici, ici. Ça fait que si on passe au format mobile, on ne verrait plus rien. On ne verrait plus les têtes des personnes. D'accord? Donc, on a décidé de changer l'image. Donc, c'est ça, en fait, cette analyse de comment ça va rendre sur ordinateur, sur téléphone qui nous a permis d'arriver à ça. D'accord? Et après, on peut voir finalement, ici, là, j'ai supprimé, par exemple, une image qui prenait trop de place, qui prenait trop de temps à charger. Et en fait, on va pouvoir potentiellement charger notre site internet et vérifier pour chacune des pages que les boutons sont toujours accessibles, que les images sont vues, que les textes sont suffisamment gros même sur mobile. Donc c'est une technique qui va nous permettre de savoir si notre site est responsive ou pas aujourd'hui. 4 conseils finalement pour la partie rendre son site responsive s'il ne l'est pas déjà. Première partie, comme on l'a dit sur les images, c'est une refonte visuelle. Il faut effectivement qu'on passe d'un format qui est large à un format qui est plutôt vertical. D'accord? Ça, c'est le plus important. Maintenant, il y a potentiellement aussi une refonte structurelle à faire. Si vous avez des menus qui sont trop grands, d'accord? Si vous avez, je ne sais pas, 6, 7 éléments dans votre menu supérieur, effectivement, quand vous passez au format mobile, vous allez voir que le menu va se mettre sur le côté. Sur le côté, si vous avez 7 éléments, potentiellement, c'est beaucoup trop. Donc en fait, on va réfléchir à la structure mobile en fonction de l'expérience utilisateur sur mobile. Comment l'utilisateur navigue sur le site internet. Donc ça, on va pouvoir le regarder avec Google Analytics potentiellement. On va pouvoir savoir quels sont les parcours utilisateurs sur notre site. Est-ce qu'ils arrivent par la page d'accueil, puis ils vont sur cette page, puis ils vont sur cette page, puis ajoutent quelque chose au panier, puis commandent. On va pouvoir regarder ça. En fonction de ça, potentiellement, il faudra réfléchir à la structure de notre site. Ce qui va être important aussi sur le mobile, ça va être le menu du bas, le menu tout en bas. Il va falloir mettre très accessible plein de liens qui vont permettre à l'utilisateur, une fois qu'il a fini de scroller, parce que les gens ont l'habitude de scroller sur ordinateur, qui vont leur donner la possibilité d'aller sur plein de pages différentes en fonction de leurs préférences. Vous pouvez aller dans Google Analytics, vous regardez les pages qui sont les plus vues, ou les pages sur lesquelles les gens passent le plus de temps, ou semblent plus intéressés par ces pages-là, et vous pouvez les mettre en bas pour rediriger les personnes sur ces pages. Au contraire, s'il y a des pages que vous voudriez que sur lesquelles vous voudriez que les personnes aillent, mais que les personnes ne vont pas, vous pouvez au contraire les mettre en bas, d'accord, pour les mettre en avant. Pareil, les mettre en haut, effectivement, vous pouvez mettre des appels à l'action plus haut. Mais en tout cas, en réfléchissant à la structure comme ça, vous allez pouvoir améliorer l'expérience utilisateur
et toujours donner l'information que vous souhaitez lui donner et aussi qu'il souhaite recevoir. Et puis, comme on le disait, si vous n'avez pas encore créé de site, le mieux c'est de le créer en premier pour le format mobile plutôt que de passer par ordinateur puis par mobile. Est-ce que vous avez déjà vu cette image? En termes d'ergonomie mobile, ce qui est super important, comme on le disait juste avant, c'est l'expérience utilisateur. Ici, vous pouvez le prendre en photo si vous voulez. Vous avez 5 clés pour vous aider dans la partie expérience utilisateur et pour finalement vous aider à ce que l'utilisateur comprenne mieux votre site internet. Mais cette image, elle représente bien ce qui se passe. Effectivement, on va passer potentiellement des semaines ou des mois à créer quelque chose. L'utilisateur, il ne va pas du tout l'utiliser comme ça. D'accord? Il ne va pas du tout faire comme on le pense. D'où l'intérêt d'utiliser des outils d'analyse pour mesurer ce qui se passe. Maintenant, on peut s'économiser un peu de temps en appliquant ces principes. Premier principe, il faut que quand une personne arrive sur son site, enfin sur votre site, elle comprenne en moins de 5 secondes ce que vous avez à raconter. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la proposition de valeur soit la première phrase visible. D'accord? Ça veut dire que, et là encore une fois, attention, souvent, quand on va sur les sites internet des commerçants qu'on accompagne, on se rend compte que leur proposition de valeur ou leur première phrase n'est pas claire. Je reprends l'exemple d'un entrepreneur qu'on accompagne. Sa tagline, sa phrase principale qui était sur sa fiche d'atterrissage, sur la première page qu'on voyait, c'était Bellicare, donc c'est le nom de l'entreprise, l'ami du bidou. Ça veut dire que potentiellement c'est des soins pour les estomacs, d'accord? Mais c'est pas suffisamment clair. Il faudrait que ce soit plat préparé pour le confort digestif. Là, on comprend exactement ce que c'est. En fait, il faudra vraiment être très très clair dans ce que vous avez à proposer, même si ça semble débile, hein. Il faudrait qu'il y ait une question très claire ou une phrase très claire qui explique en une phrase pour que même un enfant de 5 ans puisse le comprendre et en moins de 5 secondes, votre proposition de valeur. Et puis, une fois qu'on a la proposition de valeur, effectivement, une fois que la personne comprend ce qu'elle a gagné en étant sur ce site, donc encore une fois, ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être même un article de blog, qu'est-ce qu'elle va apprendre dans cet article de blog, on va pouvoir aller plus loin. D'accord? Autre conseil qui va être important, ça va être de mettre des appels à l'action qui sont très très clairs et d'en mettre très tôt. Ça veut dire que, pourquoi déjà on va le mettre très tôt? Parce que effectivement, si une personne clique sur un bouton, ça va donner un signal à Google qui va dire ce site internet là, il est pertinent parce que la personne est venue sur le site et a interagi. D'accord? Donc, mettez des appels à l'action et guidez finalement les personnes en fonction de l'expérience utilisateur. Vous allez vouloir qu'ils aient, en fait, comme on le voit sur la photo, hein, sur le design, au début, potentiellement, la première fois où vous avez sorti votre site, ça va se passer comme ça. Maintenant, vous allez pouvoir, en modifiant votre design finalement, vous allez pouvoir adapter votre design pour que l'utilisateur adopte le comportement que vous voulez qu'il adopte. Potentiellement remplir un questionnaire, potentiellement ajouter un produit au panier. D'accord? Ça va vraiment dépendre de vos objectifs, mais ça, vous allez vraiment pouvoir le faire à force de faire des essais et en respectant ces règles-là. Troisième aspect qui va être important pour la partie mobile. Effectivement, les gens qui sont sur mobile, potentiellement, ils ont moins de temps d'attention, ils ont moins de temps, donc il faut aller direct à l'essentiel. On va éviter tout ce qui est éléments décoratifs qui vont finalement gêner à la compréhension. Donc on va préférer des designs qui sont beaucoup plus simples, d'accord, qui ne sont pas trop remplis, où il n'y a pas plein de formes dans tous les sens, c'est vraiment une couleur de fond, un texte pour bien expliquer ce que c'est, ou à la limite en dessous une belle photo pour expliquer par les images ce que va être le contenu, mais vraiment essayer de limiter finalement le contenu intérieur et les éléments décoratifs pour ne pas perturber l'utilisateur qui est déjà perturbé potentiellement par plein de stimuli externes. Ça peut être le bruit, ça peut être des conversations adjacentes, ça peut être plein de choses. D'accord? Et puis finalement, une règle qui peut être intéressante d'appliquer, à vous de voir si vous arrivez à l'appliquer aujourd'hui sur votre site. Est-ce que l'utilisateur peut aller potentiellement n'importe où sur votre site en 3 clics? Ça, ce serait intéressant de le mesurer, d'accord? Ou vous pouvez en tout cas identifier les pages sur lesquelles vous voudriez qu'il atterrisse, ou vous voudriez qu'il commande, d'accord? Est-ce qu'il peut commander quelque chose en 3 clics? Ça peut être intéressant de regarder.
Est-ce qu'il peut potentiellement s'inscrire quelque part en 3 clics? Il faut toujours essayer de faciliter l'expérience utilisateur pour que ce soit le plus facile possible pour l'utilisateur de faire l'action que vous souhaitez qu'il fasse. D'accord? À vous de trouver ensuite, enfin avant plutôt, l'action que vous voulez qu'il fasse. Et puis en termes de logique, ça c'est un peu plus cohérent, c'est un peu plus justement logique, donc on va pas creuser cet aspect-là. Un outil, enfin il y en a plein d'autres, des outils qui sont super bien, qui vont vous permettre de créer par exemple une structure de site si vous n'en avez pas encore. Ça va être Figma. Figma, c'est un outil freemium, partie gratuite, une partie payante, mais on peut l'utiliser de manière gratuite et c'est largement suffisant. Ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle un wireframe. Ça va vous permettre de représenter en design ce que va être le contenu de votre site avant de le créer. Le jour où vous voulez confier la création d'un site à un designer, vous pouvez passer par Figma. Vous n'avez pas besoin d'être un designer, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances. Vous allez pouvoir recréer une sorte de site. Forcément, ce sera juste une vitrine, ce sera juste un design. Et puis, vous allez pouvoir ajouter un bouton et lier un bouton vers une autre page pour que finalement, le développeur à qui vous avez confié le projet puisse voir extrêmement bien quelle va être la structure du site, quel va être le contenu, quel est le design que vous voulez. En fait, vous allez pouvoir tout lui faire, tout faire le site au format image. Et après, le développeur aura juste à copier ce site-là. D'accord? C'est un outil qui est assez intuitif, qui est gratuit, donc qui peut être intéressant. Il y en a plein d'autres qui existent pour faire ce même travail, mais c'est un outil qu'on voulait mettre en avant parce que finalement, ça va permettre de faire des designs beaucoup plus simplifiés, surtout si vous voulez optimiser au mobile. Si vous voulez faire au format mobile, vous allez pouvoir importer directement des formats mobiles et vous allez pouvoir directement choisir potentiellement les formes que vous allez mettre à l'intérieur, les images que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, vraiment tout le design de votre site internet. Certains se posent la question, du coup, si tout le monde est sur mobile, est-ce que je ne ferais pas une application mobile à la place? C'est une bonne question. Forcément, ça va dépendre de l'utilisation que vous allez faire de soit votre site internet ou l'application mobile. Mais c'est une question qu'il faut se poser en tout cas, sachant que il y a une tendance qui se crée, c'est que les gens qui créent des applications ont tendance à ne plus en créer, mais juste à créer une version mobile d'un site internet. D'accord? Donc ils se disent que plutôt que créer une application mobile qui se fait avec un code potentiellement compliqué, où il faut demander à un développeur, ou alors on le fait avec un outil qui ne demande pas de code, mais c'est toujours assez compliqué, peu démocratisé. Puis après, il faut le mettre sur l'Apple Store, ou il faut le mettre sur potentiellement Google Play. Et puis potentiellement, après, il faut le tenir à jour et régler les problèmes de sécurité et tout ça. Au lieu de passer par toutes ces étapes-là, plutôt que créer une application, on va juste créer un site internet, format mobile, donc d'accord, mobile first, qui va être accessible depuis un URL. Parce que effectivement, tout le monde peut, sur son téléphone, prendre un URL et l'ajouter à sa page d'accueil. D'accord? C'est beaucoup plus simple que de télécharger une application sur l'Apple Store. D'accord? Donc ça, c'est des choses à garder en tête. Maintenant, voici finalement les différences qu'on va pouvoir trouver entre est-ce qu'on choisit une application mobile ou est-ce qu'on choisit un site internet qui va être adapté au mobile. Ça dépend encore une fois des objectifs que les entreprises ont derrière. On va avoir des objectifs d'acquisition qui sont beaucoup plus faciles typiquement sur un site internet format mobile. Par contre, des objectifs de fidélisation qui sont beaucoup plus faciles sur une application mobile parce que potentiellement tous les jours la personne va voir l'application mobile. Potentiellement elle va recevoir les notifications beaucoup plus facilement que si c'est un site internet. D'accord? Donc en fait, l'avantage d'une application, il y en a encore, c'est qu'on va pouvoir effectivement accéder potentiellement au capteur de l'appareil. On va potentiellement pouvoir accéder comme je le disais, aux notifications qui va permettre de réengager beaucoup plus facilement les personnes comparé à un site internet mobile. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir potentiellement pas les moyens de développer une application mobile ou pas les compétences et qui vont se tourner vers un site internet qui sera fait potentiellement avec Wix, qui sera super facile à faire et qui sera fait uniquement sur mobile pour reproduire une application mobile. Et dessus, on va pouvoir mettre un chat, dessus, on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut pour faire comme si c'était une application mobile. Donc en fait, voilà, ça va vraiment dépendre des objectifs.
Il y a forcément des avantages, des inconvénients, mais il commence à y avoir beaucoup plus d'inconvénients à utiliser, à créer une application mobile, plutôt qu'à juste être sur un site internet qui est optimisé pour le mobile. Parce qu'on va aussi, quand on crée un site internet pour mobile, se référencer dans Google, alors qu'avec une application, on ne va pas le faire. Par contre, une application sera disponible dans le Google Play, dans Apple Store, alors qu'on ne le sera pas si on a un site internet. Donc, c'est des choses, c'est des questions à se poser où on va se dire, ben, est-ce que j'ai besoin d'être sur ces plateformes? Est-ce qu'il y a des volumes de recherche sur ces plateformes-là auxquels je pourrais répondre? Est-ce qu'il y a des volumes de recherche qui sont plus importants sur les moteurs de recherche sur lesquels je pourrais me positionner? Et en fonction de toutes ces questions, on va pouvoir décider si on crée une application mobile ou si ça ne vaut pas le coup. Un petit point, CMS. Donc CMS, c'est un outil de création de site qui va nous permettre aujourd'hui de créer un site internet sans forcément passer par du code. C'est même, je dirais, plus une bonne idée de passer par du code aujourd'hui quand on crée un site internet, sauf si on veut créer un code, quelque chose de très très précis et de très très personnalisé. La raison pour laquelle nous on ne conseille pas aux commerçants de se faire créer un site avec du code par un développeur qu'ils vont payer, c'est qu'après ils n'auront plus du tout l'accès à cette plateforme-là. Pour faire des modifications, ils devront repasser par ce développeur. Donc on préfère utiliser ces outils-là qu'on va pouvoir prendre en main, qui sont assez faciles à prendre en main et qui proposent plein d'outils et plein de fonctionnalités qui sont super intéressantes, qui vont nous permettre de faire les modifications nous-mêmes et de faire les optimisations nous-mêmes. Sur ces plateformes-là, comme on voit WordPress, on voit Shopify, on voit PrestaShop, c'est Wix, plein de plateformes qui sont vraiment connues, qui sont vraiment utilisées, on va retrouver ce que plein de développeurs font. Chaque jour, ils laissent en open source en fait des applications pour nous aider à faire les choses. Typiquement, on parlait de référencement naturel tout à l'heure. Il y a sur, par exemple, WordPress, des outils qu'on peut télécharger gratuitement qui vont nous permettre d'améliorer le référencement naturel de notre site ou de nous montrer quoi faire pour l'améliorer. Pareil, on parlait de rapidité du site. Sur WordPress, sur Shopify, il y a des outils qui vont nous permettre d'améliorer la rapidité de notre site parce qu'ils vont mettre en place des optimisations qu'on aurait pu mettre en place manuellement mais qu'on ne saurait pas faire. D'accord? D'où l'intérêt d'utiliser ces plateformes-là. Si vous avez si vous faites du e-commerce ou si vous n'en faites pas, forcément vous allez vous orienter vers d'autres plateformes. Si certains d'entre vous ont la problématique, on pourra en discuter à la fin. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de placer par ces plateformes-là qui offrent la personnalisation que vous voulez, qui ne sont pas vraiment pas chères et qui ensuite vous permettent de tout modifier à la main pour ne pas dépendre de quelqu'un. Le pire, ce serait vraiment de dépendre de quelqu'un parce qu'à chaque fois, vous avez une optimisation SEO à faire, de référencement naturel, vous avez besoin de quelqu'un. Chaque fois que vous voulez améliorer votre site internet en termes de vitesse, vous devez passer par quelqu'un. À chaque fois que vous devez changer une date sur votre site, vous devez passer par quelqu'un. Donc au bout d'un moment, ça va vous coûter vraiment cher. Et puis pour les applications mobiles, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus obligé de les créer en code. On peut aussi utiliser des applications qui vont nous permettre finalement de les créer sans code en fait. C'est assez facile, c'est assez intuitif. C'est comme ce qu'on a vu juste avant. Avant, c'était les CMS, ça c'était plutôt partie site internet. Maintenant, on a carrément des outils qui nous permettent de créer des applications sans coder. D'accord? C'est du drag and drop. On prend des éléments et on les met là. Ils nous disent quel est le menu que tu veux avoir dans l'application. Est-ce que tu veux un espace membre? Est-ce que tu veux mettre un panier? Est-ce que tu veux permettre aux gens d'acheter? Est-ce que tu veux permettre aux gens de chatter? Est-ce que tu veux intégrer une messagerie ou pas dedans? Ça, c'est des choses qu'on peut faire sur ces applications-là. Et ça va nous permettre finalement de créer une application et de la déployer directement sur les plateformes beaucoup plus facilement pour démocratiser l'accès à la création d'applications. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte encore une fois. L'autre avantage de ces plateformes, c'est qu'elles, en général, elles respectent les bonnes pratiques en termes de référencement naturel et en termes de rapidité, même si elles sont parfois un peu plus lentes parce qu'effectivement, il y a des grosses machines derrière. Mais en tout cas, elles respectent en général les bonnes pratiques en termes d'optimisation de site. Autre outil qui peut être intéressant, donc là, jusqu'à maintenant, on a vu finalement les sites internet, on a vu les applications. Autre outil à pas négliger, surtout quand on est un commerçant, c'est les fiches d'établissement. On a énormément de commerçants, donc c'est ce qu'on voit dans Google. Quand on recherche un restaurant, on va tomber sur tous les restaurants, on va voir leurs notes. Ça, c'est ce qui est le plus vu par les personnes qui sont sur mobile.
Parce qu'effectivement, on considère que quand on est sur mobile, on est en train de faire une recherche locale. On va chercher quelque chose dans la localité. On va se dire, est-ce que si je tape restaurant sur mon téléphone, effectivement, sur le téléphone, on va savoir la localisation, on va savoir dans quel quartier on est. Donc, on va pouvoir proposer tous les restaurants qui sont dans ce quartier-là. C'est vraiment donc important d'y être, positionné à ces endroits. Si quelqu'un cherche boulangerie et qu'on est une boulangerie, il faut qu'on apparaisse à ce moment-là. Et il faut aussi qu'on l'optimise. Donc, on va pouvoir travailler sur les avis, dans la manière dont on répond, mettre à jour ces informations, mettre à jour aussi potentiellement plein d'autres choses comme les questions et les réponses. On va pouvoir mettre des produits, on va pouvoir mettre des services, on va pouvoir mettre des catégories de choses qu'on vend, d'accord, pour permettre de mieux se référencer. Donc c'est super important de travailler sur cette fiche d'établissement si certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait et en commerce, tout simplement pour remonter dans les résultats de recherche. Quand on regarde la différence entre combien de personnes voient une fiche d'établissement et combien de personnes voient un site internet aujourd'hui, il y a une différence flagrante. On est sur un site internet, pour certains de mes commerçants, on est sur peut-être, je sais pas, 500 vues maximum par jour sur un site internet. Alors que sur une fiche d'établissement, on peut être à 10 000, 15 000 vues par jour. D'accord? Sur une fiche d'établissement, parce qu'on peut apparaître dans les résultats Google, on peut apparaître dans les résultats Google Maps. Donc à chaque fois que quelqu'un fait une recherche et qu'il est autour de nous et qu'il rentre un mot-clé qui nous intéresse, potentiellement on peut apparaître dessus. D'où l'intérêt de se positionner sur cet outil-là, qui est un outil totalement gratuit et qui permet finalement de rayonner localement. Sur les réseaux sociaux, finalement, vu que vous allez parler TikTok dans 2 jours et vous allez parler d'autres réseaux sociaux, on ne va pas y apporter une grande importance aujourd'hui. L'idée, c'est 2 choses. Effectivement, tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc il faut juste identifier lesquels. Et puis, dessus, on va pouvoir faire 2 choses. Les gens sont habitués à dialoguer, comme on le disait tout à l'heure, avec des marques. Donc, on va pouvoir créer une sorte de proximité beaucoup plus importante avec les marques et avec les clients et pouvoir discuter directement avec eux. Donc, ça va être utile pour du service après-vente, pour répondre aux questions les plus fréquentes. Et deuxièmement, gardez en tête que la partie vente est en train de se démocratiser. Il y a beaucoup de personnes qui achètent déjà depuis les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. Maintenant, Instagram propose une boutique. Il y a de plus en plus de, même Facebook, il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui proposent directement une boutique. Et bientôt, et dans d'autres pays on peut déjà le faire, mais bientôt en France, on pourra directement acheter sans même sortir de la plateforme. D'accord? Donc il y aura un module de vente intégré dans ces réseaux sociaux. D'où l'intérêt d'être potentiellement présent là. On va pas être... En fait, pour les réseaux sociaux, on ne va pas forcément être là pour l'achat pur, on va plutôt être là parce que les gens sont là pour se divertir et sont là pour apprendre. Donc on va leur apprendre des choses, on va les divertir et on va leur proposer, s'ils ont envie d'en savoir plus, effectivement une boutique et d'autres choses secondaires. D'accord? Le principal, ça ne va pas être l'achat, le principal, ça va être l'engagement client et l'acquisition de nouveaux clients pour augmenter son image de marque. Mais ça peut être intéressant de se positionner dessus et ça peut générer énormément de ventes, notamment par la création d'une communauté. Les notifications, on en a déjà un peu parlé, donc on va avancer. Et puis finalement, petit point finalement à retenir sur l'optimisation mobile, que ce soit d'un site internet ou même de sa présence en ligne pour attirer plus de clients. Donc premièrement, vraiment travailler sur la vitesse du site, c'est vraiment crucial pour 2 raisons. Pour l'expérience utilisateur, si une personne, ça met trop longtemps à charger, la personne part. Et deuxièmement, parce que effectivement Google, si vous chargez rapidement, va vous mettre en avant. Donc ça, c'est les 2 points à prendre en compte. Ensuite, vraiment réfléchir et adopter une stratégie d'analyse quand vous réfléchissez à l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe sur leur site internet, quelles sont les pages les plus vues, combien de personnes se connaissent chaque jour, combien de temps les personnes restent, quel est mon panier moyen sur mon site internet si je fais du e-commerce. C'est vraiment intéressant d'utiliser des outils d'analyse pour vraiment constamment essayer d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder des outils, il y en a plein, Google Analytics, Hotjar, qui nous permet de faire de l'analyse en direct de comportement. On va pouvoir enregistrer un comportement sur un site internet, savoir où il est allé sur le site, est-ce qu'il a scrollé, est-ce qu'il a cliqué sur un bouton,
combien de fois il a cliqué sur ce bouton-là, quel est son parcours utilisateur. Et comme ça, finalement, on va pouvoir identifier des parcours utilisateurs, on va pouvoir identifier des zones où il y a de la friction, où il y a de la frustration, d'accord, pour le résoudre, pour comprendre ce qui s'est mal passé. Donc, pour essayer de constamment améliorer l'expérience utilisateur. Le but, comme ça, en fait, c'est on lance son site dans la nature, on a ses premiers clients qui arrivent, il se passe quelque chose. Nous, on a enregistré ce qu'ils ont fait. Donc, on va regarder, essayer d'analyser. En fonction de ce qu'on a analysé, on va essayer de prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on peut changer. Est-ce qu'il y a un bouton qu'on pourrait mettre à une autre place? Est-ce qu'il y a une page qu'on pourrait plus mettre en avant? Et en fonction de ça, on va pouvoir essayer de faire des petits tests avec un changement à la fois pour constamment améliorer l'expérience utilisateur sur son site. Et c'est vraiment important de le faire, notamment sur mobile qui va avoir une expérience utilisateur, comme on l'a un peu vu, qui est totalement différente. Pour tester la rapidité de son site sur mobile, il y a un outil en particulier qui est vraiment bien. Ça s'appelle PageSpeed Insights. PageSpeed Insights. C'est un outil qui va nous permettre, on met le lien, on met un lien de site internet et on va pouvoir instantanément voir quelle est sa rapidité sur ordinateur et quelle est sa rapidité sur téléphone. D'accord? Hop là. Si vous avez un site en tête qu'on pourrait tester. Solution. Ça s'écrit tout collé? .com? .fr? Je vais juste vérifier. Il y a un S ou pas à solution? Azoté. Je vais essayer comme ça. Ah voilà. Non, j'avais mis un S à azoté. Ouais, c'est pas mon PC. Je précise, c'est pas mon PC. Non, en général, c'est drôle que vous dites ça parce qu'effectivement, Bing, c'est utilisé par 10% de personnes en France. Et en général, c'est installé par défaut. Et donc, les personnes souvent l'utilisent pour installer Google. Et les gens qui ne l'utilisent pas, en général, sont des personnes qui sont plus âgées. Donc, typiquement, si vous avez une audience qui est plus âgée, qui utilise Bing, potentiellement, vous voulez savoir comment vous êtes positionné dessus. Il y a des outils qui vous permettent de le faire. Solutionazoté.fr, sur ordinateur, on est à 88, donc on est bien. Sur mobile, on est beaucoup moins. On est à 49. 49 sur 100. Ce qui est bien avec ces outils-là, c'est qu'ils nous permettent finalement de voir des recommandations de ce qu'on peut améliorer. Donc là, on voit typiquement que le temps à l'interaction est beaucoup trop long. 8 secondes avant de pouvoir interagir avec le site. Il y a potentiellement des blocages à des endroits. On va pouvoir les résoudre ici. On va voir potentiellement qu'on peut gagner 2 secondes en travaillant sur ces ressources-là. Parfois, effectivement, travailler sur les ressources qui traitent avec du code directement, c'est assez compliqué. Parfois, on va se rendre compte que là, par exemple, dimensionner correctement les images, effectivement, il y a un gros travail à faire sur les images qui va être beaucoup plus facile à faire que de travailler sur le code en termes d'optimisation et en termes de recadrage des images. D'accord? Donc, ça va nous donner finalement des recommandations pour améliorer la rapidité de notre site, qui est un des principaux facteurs pour le référencement d'un site internet aujourd'hui. Solution azotée. Hop là. Donc voilà, il y en a plein d'autres d'outils qui vous permettent de mesurer. Moi, je vous conseille d'en utiliser plusieurs, mais c'est vraiment cet outil-là qui vous permet de mesurer la rapidité sur téléphone uniquement, d'accord? Plutôt que juste sur ordinateur. Donc ce que vous pouvez faire, enfin il y en a d'autres, hein, c'est PageSpeed Insight, comme vous l'avez vu, ça marche aussi sur ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser, il y en a un qui s'appelle GTmetrix qui est super bien, où vous pouvez tout simplement taper rapidité de site internet dans Google et vous trouverez les premiers liens. Et vous pouvez en tester plusieurs et à chaque fois appliquer les recommandations qui vous indiquent. Et à chaque fois que vous appliquez une recommandation, vous regardez ce qui se passe. Si ça améliore la rapidité, vous gardez. Si ça améliore pas la rapidité, vous revenez en arrière. On va finir par 10 règles à appliquer, ou plutôt à respecter sur mobile, pour faciliter l'expérience utilisateur et la navigation sur téléphone. Premier, centrez vos incitations à l'action. Mettez en plein milieu, d'accord, en plein milieu, vos appels à l'action.
il faut qu'il soit extrêmement visible. Ça veut dire quoi? Pour qu'il soit extrêmement visible, c'est-à-dire qu'il faut que la couleur de l'appel à l'action, du bouton, soit totalement différente du fond. Donc, ce n'est pas bleu foncé sur bleu clair, c'est vraiment du rouge sur du blanc. D'accord? C'est vraiment une couleur qui va vraiment tracher, qui va vraiment séparer du fond pour qu'on voit vraiment l'appel à l'action. Deuxièmement, un menu court et concis. On disait qu'effectivement, un des problèmes sur les sites internet, souvent, c'est que les menus sont trop longs. À partir du moment où on a 5, 6 catégories, ou que même quand on clique sur une catégorie, on a encore un menu déroulant en dessous, ça va être trop. D'accord? Donc, essayez de vraiment simplifier votre menu en proposant juste les pages clés ou en retravaillant sur la structure pour que, effectivement, ce soit plus compréhensible et qu'on amène l'utilisateur à avoir le comportement qu'on souhaite qu'il ait beaucoup plus rapidement. Troisième astuce qui peut être intéressante, la plupart du temps c'est fait d'office. Quand on crée un site internet, c'est que votre logo, quand on clique sur votre logo, on revienne sur la page d'accueil. Ça normalement c'est fait de base, mais parfois c'est pas fait, donc vérifiez quand même. C'est une pratique que tout le monde maintenant a intégrée. On clique sur le logo, on retourne sur la page d'accueil. Si quelqu'un clique et ne retourne pas sur la page d'accueil, il va être frustré. Donc vérifiez que ce soit bien mis en place. Quatrième règle, forcément, ne laissez pas les promotions prendre trop de place sur le site. Pourquoi on dit ça? Effectivement, parce que les gens, il n'y a pas tout le monde qui vient sur votre site et qui sont prêts directement à acheter. Il faut d'abord les convaincre. Il faut les convaincre avec plein de choses, avec du texte, avec des images, il faut les convaincre avec des avis clients, avec plein de choses. Il faut qu'ils aient confiance. D'accord? Ça ne suffit pas de dire « Ah, il y a 20% sur tout le magasin. » D'accord? C'est vraiment convaincre avec plein d'autres façons qui sont sur du plus long terme du coup que juste des promotions. Voilà. Cinquième astuce, que la barre de recherche soit clairement visible, ou en tout cas que le bouton de recherche soit clairement visible sur le site, parce que ça c'est une tendance. Les gens ont beaucoup plus l'habitude sur mobile à utiliser la recherche que sur ordinateur. Ça veut dire aussi, si on a besoin d'une recherche, c'est-à-dire que potentiellement nos pages doivent être auprès de notre CMS indexées en quelque sorte avec des tags, d'accord, avec des mots-clés principaux. Sur chacune de nos pages, on peut renseigner des mots-clés qui vont être intéressants et qui vont être pris en compte par la recherche. Si quelqu'un tape effectivement téléphone sur votre blog, il va trouver tous les articles en lien avec le téléphone. Selon comment votre barre de recherche est configurée sur votre site internet, si vous n'avez pas intégré le mot téléphone par exemple dans chacun des articles, ça ne va pas bien ressortir. D'accord? Donc pour faciliter la recherche, faites attention aux recherches les plus fréquentes qui sont faites dans votre barre de recherche et comment ça ressort. Et la plupart du temps, on peut l'améliorer ça en mieux référençant chacun des articles ou chacune de nos pages en utilisant des meilleurs mots-clés. Astuce 6, forcément, on va vous conseiller de laisser les utilisateurs naviguer avant de s'inscrire à la newsletter. On ne va pas proposer une newsletter d'entrée. Shopify, ce qu'ils font, c'est que effectivement, quand on arrive sur le site, on peut mettre en place une pop-up qui va directement proposer de s'inscrire à une newsletter, par exemple en échange de 10%. Ça, des fois, ça marche. Ça dépend comment c'est fait, forcément. Il a été montré, par contre, que ce qui marche encore mieux, c'est que potentiellement les laisser un peu naviguer pour qu'ils comprennent finalement la proposition de valeur, qu'ils voient potentiellement des avis clients, qu'ils voient vos premiers produits avant d'effectivement leur proposer de créer une newsletter. Ça peut être intéressant. Mais n'oubliez pas de proposer justement de s'inscrire à une newsletter pour commencer à récolter une base de données clients, parce que l'emailing est un formidable moyen de réengager les personnes, soit qui ont déjà acheté, soit qui sont venues sur votre site, parce que c'est des personnes effectivement qui ont déjà été intéressées par votre produit et qui sont potentiellement beaucoup plus faciles à convaincre que des personnes qui ne sont jamais venues sur votre site et qui ne vous connaissent pas. 4 autres règles pour finir. Premièrement, il y a trop de personnes qui forcent la création d'un compte lors de l'achat. On vous conseille de ne pas forcer la personne de créer un compte quand elle doit s'acheter, quand elle veut acheter quelque chose. Ça veut dire que potentiellement elle peut acheter juste en référençant son adresse sans forcément créer un compte. D'accord?
Maintenant, sur tous les outils comme Shopify, WordPress, vous pouvez le faire. Et on vous conseille vraiment de le mettre en place parce que la création d'un compte, finalement, ça oblige une étape supplémentaire. Ça oblige de noter potentiellement un mot de passe quelque part. Ça oblige forcément à la personne de s'engager beaucoup plus avec la marque. Ce n'est pas forcément nécessaire. Étape 8, qui peut être intéressante, qu'on ne va pas retrouver sur ordinateur, donc qui peut être intéressante de mentionner. On va pouvoir rajouter des icônes qu'on ne met pas forcément sur ordinateur. Typiquement des icônes de direction, des icônes d'appel, des icônes de plein d'autres sortes qu'on va pouvoir utiliser sur téléphone pour rediriger les personnes vers Google Maps ou pour les faire appeler directement votre service consommateur ou potentiellement pour plein d'autres actions, pour ouvrir la messagerie sur WhatsApp. Ça, c'est des boutons qu'on peut rajouter, auxquels on ne pense pas souvent, qu'on peut rajouter sur son site internet pour augmenter la proximité avec le client et pour faciliter les comportements utilisateurs sur son site. Et puis les deux derniers points. Point 9, c'est optimiser le site entier pour mobile, forcément. On l'a déjà vu plein de fois. On crée un site internet aujourd'hui pour mobile et pas pour ordinateur. D'accord ? Ça, c'est vraiment le point clé qu'il faut retenir aujourd'hui. Quand vous créez un site internet, créez-le d'abord sur mobile pour qu'il soit vraiment performant sur mobile et après transformez-le sur ordinateur. Et puis le dernier point, qui est un point un peu moins important, on va pouvoir choisir si l'utilisateur a le droit de zoomer ou pas sur les images, au sein des images, sur son site internet. Donc on va pouvoir soit bloquer ça, ou en tout cas faire en sorte que son contenu soit suffisamment gros pour que l'utilisateur n'ait pas à zoomer. Parce qu'effectivement, si l'utilisateur commence à zoomer, il se retrouve à des endroits du site où il ne voit plus les boutons, où il ne voit plus certaines choses, où il est un peu perdu. Donc c'est des comportements qu'on va essayer d'éviter. Ici, et vous pouvez prendre la photo si vous voulez, c'est un récapitulatif des 10 points. Comme ça, ce que vous pouvez faire ce soir quand vous rentrez, si vous avez un site internet, c'est faire une liste et regarder si finalement, à combien vous êtes sur 10 finalement sur votre site internet. Le but, c'est d'être à 10. Et puis, un dernier petit bonus, c'est de faire attention à la manière dont vos pages sont ouvertes quand on clique sur un bouton. Quand on clique sur un bouton, on peut choisir si ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou pas. Sur ordinateur, c'est super bien de faire ça des fois. Comme ça, la personne garde un onglet d'où elle était avant, sur la page sur laquelle elle était avant. Maintenant, sur téléphone, c'est pas génial de le faire parce que effectivement, quand on clique sur un bouton, on est redirigé sur une autre page. C'est plus difficile de retrouver l'ancienne page que sur ordinateur. D'accord ? Donc, on préfère rester sur la même page, sur son même onglet de navigation. Donc ça, c'était finalement des conseils qui nous permettent de mettre en place une stratégie mobile first pour être sûr que notre site internet, ou en tout cas notre présence en ligne, soit bien optimisée sur les moteurs de recherche. Il y a plein d'autres forcément de canaux de diffusion qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui en termes de publicité, en termes de réseaux sociaux. On va parler de YouTube tout à l'heure, justement. Mais il y a plein d'autres de canaux à ne pas négliger en se disant sur quelle application et sur quels réseaux sociaux mes utilisateurs sont, encore une fois. Et en fonction de ça, on peut travailler sur notre présence sur chacun de ces canaux. Ici, on a parlé un peu de qu'est-ce qui est important sur le moteur de recherche en termes de rapidité du site, par exemple, ou en termes de structure ou d'expérience utilisateur. Pour les réseaux sociaux, c'est des choses parfois similaires, parfois un peu différentes. On a des formations sur le sujet si vous voulez. Sur YouTube, on va le voir tout à l'heure. Donc, gardez en tête qu'en fait, on va pouvoir optimiser sa présence sur tous les supports qu'on va utiliser au cours de l'expérience utilisateur et du parcours utilisateur. Un petit point pour finir, même 2 points. Là, on a parlé de formation, on a parlé de mobile. Maintenant, il y a des formations entières sur le référencement naturel. Si demain, vous voulez potentiellement savoir comment mettre un site internet en haut des résultats de recherche sur certains mots-clés. Si vous voulez, comme on l'a dit tout à l'heure, réfléchir à quelle est votre cible et comment on l'identifie avec les outils dont je parlais un petit peu au début pour savoir quelles sont les recherches que font les utilisateurs. Ça, vous allez le trouver dans nos formations de référencement naturel. Si vous voulez savoir plus de choses sur les réseaux sociaux, on a des coachs qui sont plus à même que moi de répondre à ces questions-là. Si vous voulez savoir plus de choses sur la publicité en ligne,
que ce soit sur Facebook ou sur Google. Pareil, on a des formations sur la publicité. Vous pouvez les trouver soit sur notre site internet, soit vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube Google Atelier Numérique. Il y a des lives tous les jours. Donc normalement, il y a 2 lives par jour et il y a des replays pour suivre toutes nos formations. Pareil, si vous voulez voir, si vous êtes commerçant et que vous voulez vous former rapidement, mais après vous savez que vous allez déléguer, il y a une certification qui s'appelle les fondamentaux du marketing digital. Il y a 26 modules, vous allez voir tout ce que vous avez à voir finalement pour au final bien interagir avec des prestataires. C'est une certification qui est totalement gratuite, donc vraiment on vous encourage à la faire. Pareil, si vous êtes étudiant, vous pouvez la faire, l'ajouter sur le CV, c'est totalement gratuit. C'est pas mal pour se former au métier du digital. Et puis, dernière chose, vous pouvez bénéficier d'un coaching personnalisé avec des coachs. Donc par exemple, si vous avez besoin de travailler sur le référencement naturel, vous nous appelez sur cette hotline, on prend un rendez-vous ensemble et vous pouvez tomber avec un coach comme moi ou avec d'autres qui vont finalement faire un audit de votre site, regarder ce qui se passe et vous aider à le modifier. Donc c'est un programme totalement gratuit, donc on ne va pas toucher aux outils. On ne va jamais aller dans vos outils et modifier pour vous. Par contre, on va vous indiquer comment le faire et vous aider, d'accord, au fur et à mesure. Donc il y a des commerçants qu'on accompagne, que j'ai déjà accompagné 10, 15 fois, d'accord, qu'on se voit chaque semaine et à chaque fois on avance ensemble. Et on peut voir des vrais changements. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez nous appeler pour soit qu'on réponde à vos questions, soit pour prendre un accompagnement personnalisé plus important.